Good afternoon, everybody. It's such a pleasure to see you all here in what is looking to be a very special MedDays, its 17th edition. We're here to discuss a very pertinent international and local issue, which is Morocco as an investment hub. And I'm joined by a very august and illustrious panel. This panel has, and now we're joined by a drone as well, which I'm not sure will have any contribution other than not allowing us to speak. Is that staying? Anyway, let's continue with our new friend. We're discussing Morocco as an investment hub, and we are joined by Monsieur Alexandre Medvedovsky, President of the ESL Network, C. Youssef Chreibi, President and founder of Outsourcia Group, Alfred Stefan Tiki, who joins us from the Group Patronat of the Francophone Business Network, His Excellency Raphael Tuju, the former Foreign Minister of Kenya, and lastly, Mr. Youssef Tber from AMDI, who is the Director of Investment. Now, gentlemen, it is a great pleasure to have you all here. And I would like to begin by looking at this from a more macro perspective. Mr. Medvedovsky, we spoke last week. You have a team in Morocco. What have been the benefits of having a team here? And indeed, what have been the challenges as an international business in Morocco? Maroc. Et pour ceux qui s'en souviennent, il y a 10 ans, si nous sommes installés au Maroc, c'est parce qu'il y avait eu l'organisation ici au Maroc d'un très grand événement qui était la COP22 à Marrakech, et à laquelle d'ailleurs on avait contribué à aider les autorités marocaines à l'organisation de cet événement. Et donc on a décidé à ce moment-là d'ouvrir des bureaux parce que nous avons eu le sentiment, et qui ne s'est pas démenti depuis, que le Maroc présentait des atouts considérables pour le développement à la fois d'abord de notre métier. Nous sommes un groupe qui nous occupons d'influence, d'affaires publiques, de diplomatie d'affaires. Nous accompagnons les investisseurs, les entreprises pour leur permettre d'accéder à des marchés, à des espaces, et que nous avons eu le sentiment à l'époque que le Maroc présentait des atouts considérables, des atouts de stabilité qui ne se sont pas démentis depuis. C'est extrêmement important pour les investisseurs internationaux d'avoir un environnement politique et diplomatique stable, c'est le cas du Maroc, des infrastructures, des atouts considérables par un positionnement géographique, des grandes infrastructures, des infrastructures portuaires, des infrastructures aéroportuaires, des infrastructures ferroviaires aussi, enfin bref, toute une série de choses qui sont importantes pour les investisseurs là aussi. Des atouts dans le domaine de l'éducation, avec un système éducatif, des universités. Je pense aujourd'hui à la plus emblématique d'entre elles, qui est l'UM6P, bien évidemment. Et puis, plus que tout ça, un projet, une vision, une volonté de maîtriser son destin. Et c'est aussi extrêmement important pour les investisseurs, pour les entreprises, pour les groupes qui cherchent des opportunités, de se dire qu'on est dans un pays où on sait où on va. Il n'y a pas de flottement, il y a une vision stratégique, un plan de développement. Et ce plan de développement, il est nourri depuis ces 10 années que nous avons passées au Maroc par des grands projets qui sont les grands projets de développement du Maroc dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures logistiques, dans le domaine d'un développement industriel maîtrisé et important. On a vu émerger ici dans ce pays ces dernières années une filière automobile, une filière aéronautique. Aujourd'hui, on travaille sur des filières qui sont des filières de l'hydrogène, des semi-conducteurs, enfin bref, toute une série de projets d'avenir qui sont extrêmement importants. Et le dernier aspect sur lequel je voulais insister, pour ne pas trop monopoliser ce début de propos, c'est qu'une implantation au Maroc prenait aussi tout son sens par le fait que le Maroc est une espèce de passerelle, et on l'a vécu comme ça déjà en 2015, 2016, quand nous sommes arrivés ici, une ouverture vers le continent africain, indéniablement, et vous avez beaucoup
d'entrepreneurs marocains, d'entreprises marocaines, de réseaux de banques, d'assurances et une diplomatie aussi très vivante tournée vers l'Afrique qui est extrêmement importante. Pour des gens comme nous qui sommes quand même à l'origine européens, même si aujourd'hui je revendique le fait d'être une entreprise marocaine et d'être installé au Maroc et d'être devenu marocain, le fait que vous soyez aussi, que le Maroc soit un pont entre l'Europe et l'Afrique, qui est considérable et très important aussi pour les entreprises et pour les investisseurs, d'où qu'ils viennent. Et donc voilà ce que sont les principales raisons, en tout cas, qui ont motivé notre implantation ici au Maroc il y a 10 ans et qui font qu'on se réjouit tous les jours d'avoir fait cette implantation qui marche très bien avec un bureau et une équipe marocaine. Moi, j'ai une entreprise ici au Maroc qui travaille et qui est extrêmement dynamique. Thank you very much. I appreciated how you discussed how Morocco is in charge of its own destiny, how it's reoriented its diplomacy and business policy versus Africa. My question, based on the sectors of green hydrogen, automotive, logistics, and agriculture that you mentioned, how can Morocco best position itself to make the most of these sectors? Is there something that's missing from a perspective of positioning, please? Alors, je ne dis pas qu'il manque des choses au Maroc, je dis simplement qu'on est sur des sujets de long terme, on est sur des sujets sur lesquels il faut connaître et planifier et savoir où on va. Et ensuite, il y a toute une série de réalisations qui sont des choses compliquées, qui nécessitent des investissements, qui nécessitent une mobilisation de financement, et le financement de beaucoup de ces politiques-là est parfois coûteuse, qui nécessitent des partenariats avec un apport qui peut être parfois un apport financier, mais souvent aussi des apports technologiques qui sont importants. Et puis, il y a le fait d'être aussi dans un écosystème où il faut négocier, parce que tout ceci ne se fait pas naturellement. Et on voit bien que dans les discussions entre... Et c'est un tour de force aussi du Maroc, d'ailleurs, d'avoir réussi à cela, avec des hauts et des bas, toujours, évidemment, mais avec toujours le sens de la direction. Mais dans les accords de partenariat avec l'Union européenne, il y a eu beaucoup de travail de fait, d'accomplissement. Et aujourd'hui, il y a des relations qui sont extrêmement fortes entre l'Union européenne et le Maroc. Mais c'est aussi des accords de libre-échange. Le Maroc a réussi à négocier dans un des États africains qui a le plus d'accords de libre-échange avec les pays qui l'entourent. Il y a le fait d'être considéré comme un espace ouvert à des influences qui sont multiples. Au Maroc, on peut être à la fois américain, ce sont des éléments extrêmement forts, mais qui nécessitent encore beaucoup de travail et beaucoup de surveillance. Voilà. Donc je dirais que enjeux financiers, enjeux technologiques, enjeux diplomatiques, ce sont les conditions sine qua non pour que tout ça fonctionne bien. Et forcément, il y a toujours beaucoup de travail à faire et beaucoup d'attention surtout à porter à tout ça. Et puis, je disais tout à l'heure, l'un des atouts du Maroc, c'est sa stabilité politique. Et donc, il faut que tout ça fonctionne aussi dans un environnement qui fasse que la croissance, le développement, le pays tout entier en profite. C'est le cas aujourd'hui. Je tiens à le dire de façon très forte. Moi, ce qui me frappe beaucoup vivant au Maroc depuis une quinzaine d'années, c'est de voir l'évolution de ce pays dans sa globalité, dans sa totalité. Et je pense que ce développement concerne toutes les couches de la population marocaine. Et il faut que l'ensemble des territoires, des villes, ce qui est très frappant, c'est le développement des territoires et des villes au Maroc, du nord au sud, y compris maintenant jusqu'à Darla, Laayoune, qui sont des terres d'excellence pour le Maroc de demain. Donc c'est important que cet équilibre territorial, cet équilibre économique et cet équilibre social soient aussi garantis et maintenus. Thank you very much, sir. That's a very holistic answer, and thank you for touching on all those points. Youssef, you run a successful outsourcing business. Well done for establishing that. In your opinion, sitting here in Tanger today, how can Morocco best catch the next wave of outsourcing? And I would add to this question, if you'd allow me, in the context of growing AI, which poses a existential threat to some people to this business. Thank you. Oui, tout à fait. Je m'attendais à cette question. Déjà, bon, merci pour votre invitation et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Avant de vous répondre sur Outsourcia, je vais vous expliquer en quoi le Maroc est devenu une destination incontournable pour les métiers de service. On parle beaucoup d'industrie au Maroc avec l'aéronautique, l'automobile, mais il faut savoir qu'il y a un secteur émergent qui a une place fondamentale aujourd'hui
dans la création d'emplois et dans les revenus à l'export. On fait partie des métiers mondiaux du Maroc, on est dans le top 5 de génération de revenus à l'export, c'est près de 2 milliards d'euros de revenus annuels, 150 000 emplois. Et aujourd'hui, le Maroc est devenu réellement un leader régional pour capter l'ensemble des métiers de services externalisés. Alors on parle beaucoup, on a parlé de la relation client, mais beaucoup d'autres métiers se développent avec des métiers de back-office, de BPO, de KPO, plus récemment avec les métiers du knowledge, et bien sûr l'IT qui se développe et qui intègre l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, c'est clairement une nouvelle ère, puisqu'on était des vendeurs en fait de solutions humaines, et aujourd'hui on vend des solutions hybrides, donc qui combinent l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui on a réellement besoin des deux et que nos clients qui sont très exigeants en termes de qualité et de productivité s'attendent justement à ce qu'on puisse offrir le meilleur des deux mondes, donc avec plus de productivité, plus de rapidité dans les traitements, mais également apporter la touche de personnalisation, d'authenticité, de maîtrise de certains environnements techniques, culturelles, qui font toute la différence, puisque l'IA va être accessible à tous, et nous on l'a déjà intégré à grande échelle dans toutes nos fonctions de l'entreprise. Aujourd'hui, le recrutement est entièrement géré par l'IA, la qualité est entièrement gérée par l'IA, on a des robots qui écoutent 100% des conversations, qui lisent 100% des interactions par écrit, et qui permettent d'évaluer de façon très précise le niveau de performance de nos agents. Et également, il y a aussi toute la partie IA qui est présentée en front office, et celle-ci, il faut faire attention, puisque dans certains cas, ça peut fonctionner sur des choses simples. Et nous, notre conviction, c'est que 100% de ce qui est inutile, à faible valeur ajoutée, va être remplacé, mais que toute la différence va être faite sur le reste. Et c'est quand on nous dit, est-ce que l'IA va remplacer les humains? Moi, je donne toujours la même réponse. C'est des humains qui utilisent l'IA qui vont remplacer des humains qui ne savent pas l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un no-brainer. Et donc, nous, aujourd'hui, on a changé de métier, on est devenu intégrateur de solutions d'IA, puisqu'en fait, dans l'IA, on nous vend des solutions comme étant magiques, plug and play, mais que la réalité, c'est que très souvent, ça ne fonctionne pas, puisqu'il y a un vrai enjeu dans la maîtrise de la data et dans la fiabilisation des données. Et donc, nous, on a un rôle à jouer dans la montée en compétence de ces robots. Donc on coachait des humains, aujourd'hui on coach des robots pour fine-tuner des modèles, pour également superviser tous les biais algorithmiques qui existent, parce que l'IA, même quand elle est très performante, elle hallucine, et les hallucinations, ça peut être dramatique quand on a des clients qui sont en face. Donc il y a un rôle très important de modération et de surveillance de ce qui ressort en fait de ces moteurs. Et donc c'est une autoroute d'opportunité pour nous. Et le Maroc peut réellement être une base arrière pour justement développer en fait tous ces métiers autour du corpus d'apprentissage des IA dans la supervision et puis tous les métiers qui sont liés à tout ce qui est data quality analysis, tout ce qui est prompt engineering et tout ce qui permet en fait d'offrir des solutions globales qui fonctionnent et non pas rester dans ce dilemme entre une solution humaine et une solution technique, parce qu'encore une fois, la réponse, c'est forcément les deux. Thank you very much. That's very interesting. I noticed you said that on coach des robots pour fine-tuner. Is there an issue with language in Morocco growing as a hub for outsourcing? Because obviously there's a huge demand for Première destination de l'offshore francophone avec plus de 50% de parts de marché. Et puis progressivement, on s'est ouvert aux autres pays. D'abord parce qu'on a vu qu'on avait une diaspora marocaine importante dans des autres pays. Donc aujourd'hui, nous, on arrive à proposer 10 langues à partir du Maroc. Donc on couvre la quasi-totalité des langues européennes. Mais il y a aussi une chose qui fait que notre métier a évolué beaucoup de l'oral vers l'écrit. Aujourd'hui, une grande partie de la relation client ne se gère plus en fait par téléphone,
mais c'est aussi la génération Z qui évolue beaucoup vers le chat, l'écrit, les réseaux sociaux. Et dès qu'on parle d'écrit et qu'on intègre la puissance de l'IA, on n'a plus de limite en termes de langue, puisqu'on a des solutions de traduction immédiate qui sont très fiables en termes de qualité. Et aujourd'hui, on arrive avec un agent francophone à couvrir toutes les langues qui existent sur Terre, à partir du moment où c'est géré par écrit. Et aujourd'hui, les délais de latence sont en millisecondes. Donc, il n'y a plus de barrière en termes de langue, à partir du moment où c'est géré par un canal écrit. Thank you very much. Alfred, you work with Francophone investors. From where you sit, what excites Francophone investors in your community about Morocco? Merci beaucoup pour votre question. Je vais devoir répondre en français parce que c'est mon métier de parler français quand même. Avec un peu d'humour. D'abord, j'aimerais remercier l'Institut Amadeus et les Meddays de toujours organiser ces rencontres toujours riches dans lesquelles on peut échanger et débattre ensemble. J'aimerais, comme mes collègues panélistes, dire un mot d'abord sur l'investissement au Maroc. Le Maroc est aujourd'hui un territoire d'opportunité. Le Maroc est aujourd'hui un pont entre l'Europe et l'Afrique. Le Maroc est aujourd'hui un modèle économique qui doit inspirer les autres pays d'Afrique, avec notamment des domaines dans lesquels les Marocains sont inspirants, l'agriculture, le numérique, l'industrie culturelle créative, et je pourrais même rajouter l'aéronautique qui est portée aussi par ma sœur Fadi, qui fait énormément de choses justement parce que l'aéronautique aujourd'hui est un système clé qui crée de la valeur et qui crée des emplois. Et je voudrais dire que l'investisseur, qu'est-ce qui se pose comme question ? D'abord, la première question qui se pose, c'est est-ce que le pays est rentable ? Est-ce que l'investissement est fiable ? Le Maroc a réussi à cumuler les deux, la rentabilité et la fiabilité, et qui fait qu'aujourd'hui, que l'on soit européen, que l'on soit africain, le Maroc est un territoire d'opportunité. Je trouve que le Maroc a réussi aussi, dans le narratif, à raconter cette histoire de dire que aujourd'hui, il est rentable de venir investir au Maroc en termes de croissance, en termes de développement, en termes de pouvoir d'achat, et surtout, si vous me permettez, en termes de mobilité. Je vous donne un exemple concret, parce que nous sommes des acteurs du terrain, du secteur privé, dont nous parlons concrètement. Hier, nous sommes arrivés à Casablanca avec l'avion. Nous avons pris la route de Casablanca pour venir ici à Tanger. Et je me suis rendu compte que, d'un point de vue de qualité des infrastructures, Royal Air Maroc, l'avion, ça fonctionne. La route, la qualité de la route, ça fonctionne. Et en plus, comme je connais un peu le pays, il y a aussi le TGV, le train qui peut vous relier les deux. Vous voyez, dans le même pays, on peut faire l'avion, le train, la route. C'est un vrai modèle de développement dans le continent africain. Pour vous montrer que chez vous, ça marche bien, je vais vous montrer là où ça marche un peu moins bien. Moi, je suis originaire d'un pays qui s'appelle le Cameroun. Nous étions tout à l'heure avec le Premier ministre de la République centrafricaine. Aujourd'hui, entre le Cameroun et la Centrafrique, deux pays limitrophes, il y a une seule route. Il y a un seul moyen de transport qui permet de faire l'un et l'autre. Donc, c'est pour vous montrer que la mobilité a été vraiment un succès à l'intérieur d'un même pays. Là, je vous ai comparé la mobilité d'un même pays en face de la mobilité de deux pays différents. Donc, c'est pour vous montrer qu'on est même plus performant dans un pays qui arrive à avoir les trois moyens de transport alliés ensemble que dans deux pays différents. Vous dire aussi quelque chose d'assez essentiel. Aujourd'hui, on a besoin que les pays africains puissent s'inspirer de ce modèle de développement économique, qui est un modèle basé aussi notamment sur l'industrie culturelle créative. Dans quelques semaines, vous allez accueillir ici la Coupe d'Afrique des Nations, et dans quelques années, vous allez accueillir la Coupe du Monde, qui sera d'ailleurs la deuxième Coupe du Monde de toute l'histoire du continent africain, parce que vous avez réussi à démontrer que tous ces métiers d'industrie culturelle créative ça veut dire que nous avons la capacité d'installer une PME canadienne au Maroc, mais nous avons aussi la capacité d'installer une PME marocaine en Côte d'Ivoire. Donc nous faisons du sud-sud, du nord-sud et du sud-nord. Et moi, je vous avoue que je crois beaucoup en ce sud-sud aujourd'hui, parce que les solutions pour que l'Afrique puisse se développer doivent être portées d'abord par des économies qui croient en l'Afrique et par des économies qui apportent des solutions portées par des Africains. Pour vous donner deux exemples concrets de ce que nous mettons en place, nous sommes en train de mettre en place sur le continent africain le statut de l'auto-entrepreneur.
parce qu'on a besoin de faire aussi de la pédagogie envers nos parents. Entrepreneur n'est pas une voie de garage, parce que nos parents veulent qu'on soit avocat, médecin, banquier. Mais il y a aussi cette voie maintenant qui s'appelle la voie d'entrepreneuriat, qui est une voie de premier plan, qui permettra aux jeunes de sortir du milieu de l'informel pour passer au milieu formel, assurer une vraie sécurité de l'emploi avec un vrai pouvoir d'achat. Deuxième chose que nous sommes en train de mettre en place, nous sommes en train de mettre en place une plateforme de financement qui s'appelle Jama Funding, qui est opérationnelle et qui marche déjà très très bien, qui permet de financer vos projets grâce à du crowdfunding. Parce qu'on a besoin aussi de personnes qui vont vous accompagner à financer les projets, parce qu'on a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des projets, mais qui sont en manque de financement. Et bien nous, avec Jama Funding, on a cette plateforme de financement qui peut vous aider à financer vos projets. Donc pour répondre à votre question, pour moi aujourd'hui, dans tous ces pays francophones, le Maroc est un hub en termes de croissance. Et là, vous me direz, c'est pas tellement nouveau de vous dire ça, parce que les pays africains ont énormément de croissance. Mais là où le Maroc est meilleur que les autres, si vous me permettez, c'est qu'il arrive à reformer cette croissance en une amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de vie des gens qui habitent ici et de la population à travers les infrastructures. Et dernier point, on a besoin, comme on le voit ici au Maroc, de valoriser les capitaines d'industrie. Parce que les capitaines d'industrie sont ceux qui portent de la vision. Un pays ou un continent où on ne voit pas les capitaines d'industrie est un pays dans lequel les gens ont moins besoin d'investir. Donc, on a besoin, et je termine là-dessus, pardon, je suis un peu bavard, mais on a besoin de croire en cette zone économique de libre-échange. Je sais que je suis encore un peu minoritaire là-dessus, mais moi je crois que c'est ça qui sera une des solutions pour que l'Afrique se développe encore mieux, en abaissant les frontières entre les uns et les autres. Aujourd'hui, moi, Camerounais, pour aller dans un pays limitrophe au mien, le Congo, Kinshasa, j'ai besoin d'un visa. Pour aller en Centrafrique, il y a une route. Moi, je crois à l'intégration régionale, avec notamment la CEMAC sur l'Afrique centrale. Et je crois en cette zone économique de libre-échange qui permettra la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Et vous dire aussi que, voilà, dans le narratif que l'on raconte, le Maroc nous permet de dire à tous ceux qui nous écoutent que l'Afrique n'est plus un continent qui a besoin d'aide. L'Afrique est un continent qui a besoin de business. On ne veut plus entendre des gens qui disent qu'ils veulent venir aider l'Afrique. On veut entendre des gens qui disent qu'ils veulent venir gagner en Afrique. Que le marché est rythmé par un mot qu'on aime beaucoup, la compétitivité, qui vont être en concurrence avec d'autres acteurs sur le marché. Et d'ailleurs, quand nous allons dans d'autres pays, européens ou américains, nous sommes aussi en compétition sur le marché. Donc, ce n'est pas normal que quand nous, on part chez eux, on est en compétition, mais quand eux, ils viennent chez nous, ils ont le monopole. Donc, il faut qu'on s'inspire en disant, nous devons protéger les intérêts du continent africain. J'inspirerai cette petite phrase que j'ai piquée, pour vous dire la vérité, à Donald Trump, mais « Let Africa great again ». Permettons nous-mêmes de défendre des intérêts africains, de promouvoir d'abord l'Afrique en priorité. Donc vous voyez, je suis un fan du libéralisme économique, mais je prône sur le continent africain un protectionnisme qui fait qu'on peut partager les richesses, on peut se faire confiance les uns avec les autres. Et au-delà d'un vivre ensemble, mes chers amis, nous pouvons surtout faire ensemble. Parce que vous savez, lorsqu'on décide de faire ensemble, on fait un chemin en commun, on oublie les questions de race, religion, couleur de la peau, on se terre la main les uns avec les autres et on se dit que si Alexandre gagne, je gagne. Si Alexandre perd, je perds. Et pour que Alexandre puisse gagner, je dois gagner avec lui. Vous voyez, ça ramène ce qu'on appelle à l'école. Je gagne, tu gagnes, nous gagnons, vous gagnez, il gagne. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you, Alfred. The strict instruction to me from the organizers was no speeches, but that was fantastic. And I wish they were the concluding remarks of the panel. Just as a quick follow-up question, and thank you for reminding me of the conjugaison of the verb gagner. As in, for someone like me, I need as much help as I can get, so thank you. Nous gagnons, is that correct? Okay, very good. Could you just tell me where elsewhere in the francophone world you may have seen
34 pays qui parlent français sur les 54. Donc ça vous laisse quand même montrer la force de ce marché-là. Dans les pays qui marchent bien, au-delà évidemment du Maroc, et vous avez vu ce que j'ai dit de bien sur ce pays extraordinaire, c'est en Afrique de l'Ouest, vous avez le Bénin, qui était aujourd'hui un vrai hub de croissance et développement, qui a aussi d'ailleurs fait un modèle de développement économique, notamment sur les industries culturelles et créatives, à travers la vision du président Talon. Alexandre disait tout à l'heure avec beaucoup de talent, puisqu'on a besoin d'avoir des pays où il y a une stabilité, où il y a une rentabilité, une fiabilité. Le Bénin est aujourd'hui un vrai exemple, avec en plus un président qui a annoncé qu'il ne se représentait pas à sa succession, avec une élection qui arrive dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, dans le domaine agriculture, dans le domaine industrie culturelle créative, ils ont montré l'exemple. À côté de ce pays qui s'appelle le Bénin, on a aussi la Côte d'Ivoire, qui est pour moi un exemple de développement économique dans cette zone d'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, avant le Maroc, l'édition précédente de la Coupe d'Afrique des Nations avait lieu en Côte d'Ivoire. Et vous savez d'ailleurs que, en général, lorsqu'on organise la Coupe d'Afrique des Nations, et vous allez l'organiser dans les prochaines semaines, on a plein d'observateurs qui sont toujours des critiques sur ce qui se fait dans le pays. La Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire n'a eu aucune critique. La qualité de la route, la qualité des stades, la qualité des hôtels, la qualité des infrastructures. Ensuite, on a, et j'en parlais tout à l'heure avec un frère du Nigeria, on a ces pays d'Afrique de l'Est où ça marche très très bien aussi. Je vous donnerai comme exemple le modèle économique de l'Éthiopie avec Addis Abeba, qui est un modèle de développement qui fonctionne plutôt bien. Et je vous donnerai aussi comme autre pays le Kenya, qui est un vrai hub aujourd'hui en termes de culture, en termes de développement. Je continuerai en vous disant que le Rwanda est aujourd'hui un pays vu comme la Silicon Valley. Quand vous allez au Rwanda aujourd'hui en termes de tech, il y a même, cher Fadi, de la tech au Rwanda qu'on n'a pas en Europe. Je répète, il y a de la tech au Rwanda qu'on n'a pas en Europe. Parce que je dis souvent à mes frères européens que la relation nord-sud doit aussi être une relation sud-nord. Donc vous avez aujourd'hui le Rwanda. Et après, sur la partie culture, je terminerai par un pays magnifique qui s'appelle le Nigeria. On ne dit pas assez, mais aujourd'hui, la qualité du cinéma et de la musique dans le monde entier commence par le Nigeria. Aujourd'hui, tout le monde connaît Burna Boy, Davido, et tout le monde connaît aussi Dampulo, Dangote. Vous voyez la force des deux jambes, la culture, Burna Boy, Davido, l'économie avec des capitaines d'industrie, Dangote, Dampulo. Voilà les modèles économiques qui fonctionnent bien. Mais pour vous répondre, je mets une petite part de critique qui doit nous permettre à nous aussi, Africains, d'apprendre dessus. Il faut qu'on sorte du schéma dans lequel on pense qu'il existe un modèle de développement économique africain. Ce n'est pas vrai, les amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque pays a une richesse, chaque pays a une ressource, et les main-d'œuvre qui sont pourtant le capital humain, qui sont la force de l'Afrique, ne sont pas les mêmes partout. Donc ça veut dire que les pays qui doivent travailler pour moi ensemble et s'inspirer pour répondre à votre question sont d'abord pour moi les pays de la même zone économique régionale, dans lesquels les atouts sont un peu en commun. Et je poursuivrai en vous disant, n'ayons pas peur des choses qui nous différencient. Les choses qui nous différencient sont une complémentarité qui fait qu'on fait du business ensemble. Parce que c'est parce que j'ai quelque chose dont tu as besoin et que tu as quelque chose dont j'ai besoin qu'on va décider de faire du business ensemble. Donc, sur les modèles de développement économique, moi, je conseille pas mal les États en disant, pour les pays qui ont une économie avec, comme ici, vous avez vu le port, vous avez vu aussi la force, on n'en a pas parlé, des partenariats publics-privés, qui sont pour moi hyper essentiels, les PPP, qui permettent aux entreprises de venir en disant que vous pouvez investir, c'est rentable, mais en plus de l'investissement, il y a un soutien de l'État, parce que souvent, ça rassure de savoir que l'État est actionnaire, tout en expliquant que l'État ne peut pas non plus tout faire. Donc le modèle des PPP est un modèle qui fonctionne bien, mais j'insiste vraiment en disant que chaque pays doit baser son modèle de développement économique sur ses atouts, non pas en essayant de copier ce que font les autres, mais en essayant d'être complémentaire avec ce que font les autres. Exemple concret, si le Nigeria voulait développer son économie comme le Maroc, le Nigeria ne serait pas le Nigeria aujourd'hui. Et d'ailleurs, avec réciprocité, si le Maroc voulait se développer son économie comme le Nigeria, le Maroc ne serait pas comme le Maroc aujourd'hui. Donc chacun a des atouts. Ne parlons pas toujours de choses qui nous opposent et qui nous séparent, mais voyons nos différences comme une complémentarité et qui font que c'est ensemble, en étant complémentaires, que je gagne, tu gagnes, nous gagnons. Thank you. Thank you very much. Thank you. And even closer to home, there are oil-producing countries like Nigeria,
which have a retarded economic model and could be just as successful as Morocco, are in the same time zone, are in the same geography, and are developmentally stagnated because of what you said. Very, very well. Yusuf, this is essentially your panel. This is what you do every day when you go to work, representing Morocco's investment promotion agency. As Director of Investment, what are the key facets of Morocco? What does Morocco have as a competitive advantage? And separately, last year, Morocco had record high FDI of $4 billion. In your opinion, how do we get this into double digits? How do we make this really significant? I'd love to know your... Bonjour à tous, je vais m'exprimer en français comme mes prédécesseurs et merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est mon métier de faire la promotion du Maroc et je remercie ceux qui ont parlé avant moi parce qu'ils l'ont très bien fait. Ils ont évoqué les points qui font aujourd'hui le succès du Maroc pour l'attractivité des investissements. Il y a le volet des infrastructures. C'est vrai que le Maroc a énormément investi dans les infrastructures, les ports, les autoroutes, mais une infrastructure ne suffit pas à elle-même pour le développement. Il faut attirer les entreprises qui vont construire les écosystèmes industriels. Et donc, il faut compléter ces infrastructures par une offre en termes de talent, donc la formation, la disponibilité de la ressource et l'accompagnement de l'État pour permettre à ce que ces ressources soient adaptées aux besoins du secteur privé. Il y a la question évidemment de l'énergie. Le Maroc, ce n'est pas un pays producteur de pétrole ou de gaz, mais pour autant, ce qui était avant peut-être un frein est aujourd'hui une opportunité, puisque justement, ça nous a incité, grâce à la vision de Sa Majesté, d'investir beaucoup dans les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, ce qui était à l'époque un pari risqué d'investir massivement dans des énergies renouvelables s'avère être aujourd'hui un pari gagnant, puisque ça match avec les demandes du secteur privé qui est dans une logique de décarbonation, de durabilité, etc. Et puis aujourd'hui, grâce à cette anticipation ou à cette stratégie énergétique, on a réussi à développer un savoir-faire et une capacité de production qui permet à des entreprises qui s'installent au Maroc d'être décarbonées et d'avoir accès à une énergie compétitive. Il y a également évidemment toujours la question du marché, et je rejoins mon collègue qui a parlé avant moi de la profitabilité, de la question du marché. En soi, le Maroc reste un pays relativement limité en termes de marché. On parle de 40 millions au maximum de consommateurs, mais grâce à l'ouverture, et encore une fois, une ouverture qui a été initiée il y a bien des années, et les accords de libre-échange, depuis le Maroc, on a accès aux principaux marchés mondiaux. Donc il y a voilà, ces atouts qui sont complétés aussi par ce que fait le gouvernement, ce que fait l'État, ce que nous faisons au niveau de la MDIE, c'est-à-dire où on essaye d'installer un état d'esprit ou un mindset pro-business où l'intérêt de l'investisseur, l'intérêt du secteur privé est considéré, est accompagné, et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont mises en place pour simplifier tout ce qui est procédure d'investissement dans le pays, pour accompagner financièrement aussi les projets à travers des mécanismes de soutien, et pour écouter et pour travailler conjointement avec le secteur privé pour répondre au mieux à ses besoins. Donc je pense que c'est la clé du succès. Au-delà de ça, il y a effectivement des atouts géographiques, la proximité au marché européen, des atouts, et c'est un point sur lequel je vous rejoins parfaitement, sur la stabilité et la vision à long terme. La stabilité, ça reste pour un investisseur un élément clé, puisque finalement, un investissement, c'est toujours une prise de risque. Le risque que je prends, il doit être modéré et avoir une perspective à moyen long terme, une visibilité sur la trajectoire d'un pays, sur les réformes qui sont entreprises, sur la gouvernance du pays, c'est un élément essentiel pour se projeter dans l'avenir et pour pouvoir investir sereinement, surtout dans un contexte qu'on connaît où
pays qui trace une perspective sur 20, 25, 30 ans et qui s'y tient. C'est un élément essentiel de l'offre de valeur du pays. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les piliers, disons, de la proposition de valeur du pays. Et on a un branding au niveau de la promotion du Maroc qui s'appelle Morocco Now. Et Morocco Now, justement, c'est comment cette proposition de valeur, comment ces atouts, comment ces aspects-là qu'on valorise répondent ou matchent avec les besoins du secteur privé. On a parlé de durabilité, on a parlé de besoins en termes de ressources humaines qualifiées, de stabilité. Tout ça, on le voit aujourd'hui dans la dynamique des investissements directs étrangers au Maroc. Vous avez rappelé le chiffre de 4 milliards en 2024. En réalité, en 2018, il y avait un chiffre qui était un petit peu supérieur, mais on pense qu'en 2025, il y aura un nouveau record en termes d'investissement étranger, au-delà de 5 milliards de dollars, grâce à des projets qui sont, disons, uniques et des projets qui sont vraiment structurants. Mon collègue parlait de l'aéronautique. Il y a un mois, un peu plus d'un mois, on a inauguré à Casablanca, sous la présence effective de Sa Majesté le Roi, une usine de moteurs, et ce qui est pour un pays industrialisé vraiment quelque chose de remarquable en termes d'accomplissement, parce que c'est un témoignage de la capacité du Maroc à produire, à faire sur son sol des activités extrêmement complexes, extrêmement demanding, en bon français, et qui n'ont pas de marge d'erreur, parce qu'on parle des moteurs d'avion, c'est parmi les réalisations industrielles les plus complexes qui soient. Je rappelle qu'il n'y a que 6 pays dans le monde qui produisent des moteurs d'avion, dont le Maroc, et ça c'est vraiment remarquable pour un pays comme le nôtre. Il y a aussi une autre réalisation qu'on peut souligner, c'est on accueille prochainement la première Gigafactory d'Afrique, une usine de production de batteries, pour un investissement qui est supérieur pour la première phase à 2 milliards de dollars. Et là aussi, c'est un dialogue qui existe avec le secteur privé, avec les investisseurs étrangers, puisque c'est vrai qu'on a une industrie automobile qui est performante, avec 2 constructeurs, etc. Mais on sait aussi que l'industrie automobile évolue, se transforme, et qu'elle passe vers la mobilité électrique. Et donc, en tant que pays, en tant que gouvernant, on doit aussi anticiper ces changements et accompagner la transformation du secteur industriel vers les métiers de demain, que ce soit la mobilité électrique, que ce soit l'IA, que ce soit les data centers, que ce soit l'hydrogène vert. C'est autant d'exemples sur lesquels il y a un dialogue avec le secteur privé pour pouvoir les anticiper au mieux. Thank you. You spoke about the role of the state and what it's done. I would like to know, in your opinion, as a practitioner, what the state could do more. You mentioned infrastructure. I know that a successful model is that for investors to arrive, have processed immigration, got their baggage within 35 minutes is the norm if you want anyone to be coming and going. To take half a day to be traveling from Morocco to Europe is just too demanding for an investor. It's a short trip and it shouldn't take 6 to 7 hours, if you see what I mean. That's one thing. In terms of my follow-up, $5 billion is the estimate for 2025. France and the UAE have been significant contributors to FDI. Do you see that 5 billion coming from any new sources that would interest our audience? Oui, alors sur les challenges, on va dire, sur ce qui est améliorable, l'environnement, le climat des affaires, c'est un travail continu. Donc simplifier, digitaliser des procédures administratives, c'est important. Et c'est vrai que là-dessus, il y a encore des progrès à faire. Mais il y a une feuille de route qui est portée par un ministère, le ministère de l'Investissement, qui travaille avec d'autres ministères, avec les régions, pour simplifier cette procédure et demander de moins en moins de papiers administratifs ou de documents administratifs aux investisseurs et que ça soit le plus rapide et le plus efficient possible. Récemment, par exemple, pour tout ce qui est aide de l'État, tout ce qui est incentives en faveur des projets d'investissement, il a été décidé de régionaliser ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un investisseur qui investit au Maroc peut directement faire toute sa procédure pour demander ces aides ou pour bénéficier de ces aides au niveau des régions.
ce qui simplifie la relation avec l'État et ce qui accélère le processus. On a par exemple des modèles qui marchent très bien dans les zones d'accélération industrielle, une zone comme Tanger-Med par exemple, à côté du port. Il y a une énorme différence qui se fait en termes de délai, d'autorisation, de permis de construire, d'autorisation de production, etc., sur des procédures qui peuvent être réduites à parfois moins de 2 semaines. Et c'est très important et c'est remarquable dans le sens que si on compare, par exemple, même avec des pays du Nord, l'Allemagne ou la France, ces délais prennent généralement des mois, parce qu'il y a des enquêtes, il peut y avoir des recours, et en tout cas, il y a un millefeuille administratif qui ne permet pas d'être aussi efficace que le Maroc peut l'être parfois. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas le cas dans tout le pays, mais en tout cas, c'est un modèle qui existe, et c'est ce qu'on aimerait accélérer et dupliquer. Il y a, et sur le deuxième aspect de votre question, sur l'origine des capitaux, c'est vrai que les Émirats arabes unis sont un des principaux investisseurs au Maroc. La France, c'est un partenaire historique. L'Espagne, c'est un partenaire historique. Et il reste très important en termes de flux d'investissement, aussi de stock d'investissement. Mais récemment, il y a une diversification effectivement de l'origine des capitaux avec des acteurs chinois, beaucoup, qui voient dans le Maroc une opportunité de se rapprocher du marché européen, de se rapprocher du marché américain, mais en même temps d'être compétitif en termes de production, notamment sur les biens industriels. Il y a un travail que nous faisons beaucoup avec des partenaires allemands, tout simplement parce qu'on pense qu'il y a une méconnaissance, ou en tout cas un niveau de connaissance qui n'est pas, auprès des opérateurs allemands, qui n'est pas suffisant. Disons, l'arrière-pays naturel des industriels allemands, c'est la Pologne, c'est les pays de l'Est, et ça, c'est leur géographie naturelle. Mais aller leur présenter ce qu'ils peuvent trouver au sud, notamment au Maroc, c'est quelque chose dont ils n'ont pas forcément conscience, et quand ils viennent au Maroc, quand ils voient le pays, et quand ils voient le niveau de sophistication de l'industrie, etc., ils sont tout à fait réceptifs et tout à fait séduits par l'offre marocaine. Il y a d'autres pays partenaires, les États-Unis, bien évidemment, le Royaume-Uni, les pays du Golfe, et donc il y a une diversification des partenariats. Juste un point supplémentaire, c'est que le Maroc n'est pas uniquement un pays de captation des IDE, mais c'est aussi un pays émetteur, et c'est là où je rejoins mon partenaire de la francophonie, c'est qu'on encourage également les entreprises marocaines à aller investir, notamment en Afrique subsaharienne, mais également dans le Nord, en France, et dans le domaine des services et de l'outsourcing, c'est le cas où le Maroc est un investisseur important, même au Nord, en France. An important point, definitely. Thank you for explaining that to us, and I look forward to more diverse investment sources over the next few years. As a small business owner myself, the advantages of climate, geography, time zone, and a trilingual workforce are just incredible. Half of our team is based here because I, as a business owner, cannot find people that speak excellent English, Arabic, and French, and the advantage is huge. It's like hiring 3 people. But thank you, Yusuf, for that. Your Excellency, I was warned before coming, be very careful with the excellencies that are here, and to appreciate that there are many ex-government people in the room. Had we known, sir, you would be sat here and you would have spoken first. But we're very happy to have you. You obviously come looking at Morocco from Southeastern Africa with a particular outlook. If I may, sir, 15 years ago, if we were having a discussion like this, it would have been about Kenya, South Africa, and Nigeria, possibly Egypt before the revolution. What do you think has changed in Morocco to fast forward it into that class of African emerging markets that investors are just so eager to enter? Thank you. First of all, let me take this opportunity to congratulate the people of Morocco and His Majesty, the King of Morocco, for what I would describe as a diplomatic coup de grace, executed patiently and calmly over the past 4 decades. I was a young journalist in Kenya when this odyssey over the Moroccan
Moroccan Sahara happened in Nairobi. And I'm especially delighted to be a witness to a major development with the recognition by the Security Council that the Moroccan Sahara is Moroccan. So I'd like to congratulate the people of Morocco. I was involved with the late Mohammed bin Isa. Unfortunately, is not here with us, but at least I've lived to see this major progress. I think my comments stem from the skillful, calm, and calculated diplomacy of Morocco over the last 4 decades that I've been a witness to the proceedings. Morocco is considered a stable country politically. Congratulations again to Morocco, because when there was the Arab Spring, the leadership of Morocco navigated this explosive situation, and therefore Morocco remains a beacon of stability at the doorstep of Africa. You know, some of us admire Morocco quite a bit. I was recently asked to make a statement on issues of investment in a section of Kenya. And I'd just like to share with you the notes of some of the things that I brought forth, and some of them have been mentioned here. But at the risk of repeating, I'll be very brief about them. Very often people think that when you talk about capital, then you're talking about money. But nothing is as important as social capital and cultural capital. The cultural capital, the language, is a factor of culture. The diversity that you have in this country, that you can speak so many different languages, is capital. Then there's a geographical capital that my colleagues have alluded to. You are at the doorstep of Europe. And I'm told that the river only flows downstream, not upstream. So when I look at the map of Africa, you're right at the tip. And I'm looking forward to some of this investment flowing downstream. You'll forgive me because I have a cold, so I may just have to stop for that. But the geographical advantages that Morocco enjoys cannot be emphasized enough. You are right in the right spot, neighboring the northern countries, which are more affluent, and neighboring the sub-Saharan Africa, which is in big need of development. But even just as important as the geographical capital, there's intellectual capital, and the skills capital, and infrastructure capital. I take notice that your fast-speed bullet train is faster than any train in the United States of America. I was in the US 2 months ago, and I took the fast-speed train from New York to Washington. It is a slow snail speed compared to what you have in this country. Then you have natural resources as capital. In the whole of Africa, if there's anything that we have in plenty, is the natural resources, minerals, oil, the seas, and that is capital that makes all the difference. There's political peace and stability as a capital, because really the very skillful diplomacy that this country has employed in even dealing with the issue of the Moroccan Sahara, you could have declared war, and then that would have changed everything as far as Morocco is concerned. It will be a war zone. Then there's a demographic capital. In Africa, we have a young population. In my country, Kenya, the mean age is 19 years. Now that's potentially a demographic bomb, but we can
change it to a demographic dividend. So in my list of 10, money, cash, or funds comes a poor 10th. And I think what is important is for us to shift the paradigm because we have a lot of capital in Africa. It's just how we decide to use it. Thank you. Thank you very much, sir. Tarek, thank you for being so patient. We have definitely left the best till last, and it's my apologies that this was formatted the way it was. You know, with many speakers, we can only, this is the best way to manage things. You run a very exciting venture capital fund, which is called Azure. And I wanted your experience and advice on how this ecosystem could be supplemented, and indeed what are the challenges you faced in terms of seeking investment in this sector as part of the One Moroccan investment story. Merci beaucoup, Zain. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui dans ce forum d'exception pour parler, monsieur le ministre, malheureusement d'argent, mais du smart money, qui est le venture capital et le capital risque, en tant que levier de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de levier de l'investissement et de la croissance économique. Comme vous le savez aujourd'hui, l'investissement et la croissance économique dans le monde d'aujourd'hui sont essentiellement portés par l'innovation. Un mot que malheureusement nous n'avons pas beaucoup dit, mais je vais en profiter. Merci de me laisser ce temps pour parler d'innovation. L'innovation, c'est aujourd'hui la possibilité pour nous en Afrique, pour le Maroc, de créer de nouveaux marchés, d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, de transformer des business models, c'est-à-dire la façon dont on crée de la valeur aujourd'hui en intégrant les nouvelles technologies. Et dans le monde entier, nous n'avons pas trouvé mieux que le venture capital, que le capital risque pour financer l'innovation. Parce que le capital investissement, le capital risque, qu'on appelle encore une fois smart money, se diffère des financements bancaires classiques. Donnez-moi des garanties, je vous donne des investissements. C'est des mécanismes particuliers. C'est des mécanismes où le venture capital est très actif dans le sourcing des projets, il n'est pas passif à recevoir des projets. Il a des grilles de sélection qui lui permettent de sélectionner les projets les plus pertinents sur le plan technique et économique. Il structure le financement sur mesure et la gouvernance du projet sur mesure. Il fait du monitoring et de l'accompagnement au jour le jour de l'entreprise dans laquelle il a investi. Il prépare les stades ultérieurs de financement en ouvrant le capital à des industriels ou à des fonds d'investissement spécialisés dans les stades ultérieurs de financement, ou l'appel public à l'épargne par l'introduction en bourse. Bref, des mécanismes spécifiques à cet instrument qui lui permet de jouer un rôle fondamental dans la modernisation des nations grâce d'abord à l'émergence de talents, de compétences, de mindset entrepreneurial, créateur d'entreprises, parler d'auto-entreprise et d'emplois qualifiés. Le capital risque permet également d'accélérer la modernisation des secteurs économiques traditionnels, agriculture, santé, énergie, éducation, et il permet d'accélérer la croissance des secteurs d'innovation, des secteurs technologiques sur le sol africain et au Maroc. Il permet donc aux nations de rentrer dans l'ère de l'économie de la connaissance et de l'innovation, et il permet quelque chose de très important, un minimum de souveraineté technologique dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle, comme les fintech, comme les biotech, comme les cleantech. Et il se trouve que le Maroc connaît, contrairement à ce qui se passe dans le monde, un fort développement de son industrie du capital risque.
dans un monde qui connaît un recul à cause de le capital risque, l'investissement en général déteste l'incertitude. Et le monde aujourd'hui vit dans des incertitudes, des bruits de bottes, la fragmentation de la mondialisation fait que le capital, quelques chiffres pour vous illustrer, le capital risque dans le monde a baissé de 700 milliards de dollars en 2021 à 368 milliards, presque par deux, en 2024. En Afrique, le recul est Le Maroc a fait une année record en 2024 puisque nos startups ont pu lever près de 100 millions de dollars après 33 millions en 2023 et 26 millions de dollars en 2022. Le Maroc aujourd'hui, grâce à cette progression et au recul du capital risque en Afrique, se place désormais en 6e position. Loin derrière les géants que sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'est 500 millions de dollars à peu près pour les levées annuelles pour chacun de ces pays. L'Égypte avec 300 millions de dollars, le Kenya avec 200 millions de dollars, mais pas loin du tout du 5e, le Ghana, puisqu'il fait 100 millions de dollars. Et les résultats sont là, puisque aujourd'hui, nous avons au Maroc 1000 startups actifs et dans des secteurs clés pour l'économie marocaine, des startups comme Nuité qui améliorent l'offre de l'industrie touristique au Maroc, des fintech comme Aura Technologies ou Shari qui améliorent l'offre en termes de services financiers digitalisés et d'inclusion financière, Cloudfret et Wigo qui améliorent, modernisent la mobilité et la logistique au Maroc. Dans les agritech, on peut citer Yola Fresh, Arwa, Sowit qui également modernise. Et bientôt, nous aurons des investissements au capital risque qui nous permettront de développer des startups en matière d'industrie 4.0 qui nous permettront de booster nos filières de haute valeur que sont l'automobile, l'aéronautique, la chimie verte et demain l'hydrogène vert. Nous aurons des startups et ça commence en clean tech et en green tech qui vont nous permettre d'accélérer notre transition énergétique et hydrique parce que nous avons des problèmes d'eau et puis des deep tech qui vont nous permettre de réaliser notre Morocco Digital 2030 qui consiste à faire du Maroc une plateforme, un hub numérique et de l'économie de la donnée. Alors comment on est arrivé à ce résultat Il y a eu d'abord un important appui de l'État qui a pris les choses en main. Dans le capital risque, comme dans beaucoup d'industries, si on doit agir, il faut agir sur le moteur droit et le moteur gauche de l'avion. Le moteur droit, ça veut dire créer un environnement qui donne des startups bankable. On peut lever des fonds qu'on veut, mais si on n'a pas un environnement qui nous donne des startups capables de produire des business models qui tiennent la route, ça ne sert à rien. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, des fonds d'investissement. Alors, sur le côté demande, il y a eu deux initiatives très importantes du gouvernement marocain. D'abord, Innov Invest, qui était la première et qui est intervenue en soutenant les structures d'accompagnement, les clusters, les incubateurs et les programmes universitaires, pour qu'ils soient d'abord, c'est très important, spécialisés par stade d'intervention, incubation, ce n'est pas la même chose que l'idéation en amont et ce n'est pas la même chose que l'accélération. Donc il faut spécialiser
les structures d'accompagnement. Elle a intervenu pour le renforcement institutionnel de ces structures d'accompagnement. Après, Innov Invest est venu ce qui se déploie actuellement, toujours pour les structures d'accompagnement des startups, c'est le dispositif catalytique du ministère de la Transition numérique qui va apporter, renforcer tout le dispositif d'accompagnement des structures d'accompagnement, mais avec une offre directe pour les startups, des bourses de vie, pour que les gens puissent avoir de quoi vivre pendant 1 à 2 ans, le temps de structurer leur business model, des bourses d'incubation, des prêts d'honneur, des prêts d'amorçage pour pouvoir financer la start-up sur tout son cycle de vie. Et puis un policy start-up qui va permettre, avec un label Start-up Maroc, qui va permettre d'avoir des incitations fiscales pour... ça, c'est le côté avoir des startups. De l'autre côté, il faut des fonds d'investissement. Et là encore, les pouvoirs publics, toujours Innov Invest, porté par Thiam Wilcom, a permis de co-investir. L'État a co-investi avec les premiers fonds VC marocains. Elle a apporté de l'assistance technique pour que des prestations dont ont besoin soit les startups, soit les sociétés qui gèrent les fonds d'investissement, soient prises en charge par l'État et non pas par les investisseurs pour améliorer la rentabilité des investisseurs, des co-investisseurs, des investisseurs privés. Et puis, Daman Capital Risk qui a permis de garantir jusqu'à 40% les pertes des fonds VC marocains au niveau des startups. Si une startup meurt, 40% sont remboursés par l'État, tout cela pour encourager les investisseurs. Après Innov Invest, aujourd'hui nous avons le dispositif du fonds Mohamed VI pour l'investissement qui, avec le fonds catalytique du ministère de la Transition numérique, va permettre un co-investissement du fonds de CDG et un appui, cette fois-ci de Thiam Wilcom, mais au niveau des fonds propres. Il va absorber les premières pertes, ce qu'on appelle le loss, le first loss. Et donc tout cela nous a permis d'agir et sur l'offre, les fonds d'investissement, et sur la demande de financement venant de start-up bankable. Thank you very much. I think that was really inspiring. Let's give him a good round of applause. Thank you. Especially given there are so many young people in the room. We have done very well for time, and I know 2 of you have to get the fast train. As we sit here in Tanja, where 96% of European, African road freight comes into the continent, where, as you said, there is the fastest train in Africa, the largest stadium in the world, the largest solar plant in the world, etc., etc. There are also clear areas of policy and of the ecosystem which can be developed to retain this advantage and to build opportunities and, importantly, to raise investment further. Going west to east, in terms of your contributions, Mr. Medvedovsky, your focus on Morocco's playing to its sectoral strengths, I think, is very interesting, following the importance of developing a outsourcing workforce which is coherent and competent in the latest techniques and features, and then, you know, the African story of this being a Making Africa Great Again moment. And then Yusuf speaking about diversifying sources of investment. I think 2 countries having the lion's share is not sustainable long term, at least politically. Countries fall out and things change. We saw how Spain became our #1 export partner when there was a diplomatic issue with France. So that's something very interesting. Sir, you mentioned and then most inspiringly, Tariq, your discussion of
a policy ecosystem and a policy framework to support startups, I think is the most important, because none of this happens without bottom-up growth. And these 19-year-olds in Kenya, who are the mean population, just as everyone here, Gen Z in Morocco, who are the engine of future growth, they need to be supported to get there. And I thank you all very much. I wish only that you'd had a French moderator, so please excuse me for having been appointed. And thank you all for being such a polite and quiet and wonderful audience. And I'm glad that our friend the drone has left as well. So all the best. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. Et merci Zaid. Yes, let's take a group picture.